Alors, dans ce premier tutoriel, je vais vous euh, montrer comment nettoyer une base de données. Donc, avant de faire des analyses d'items, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre connaissance de la base de données et de faire ce qu'on appelle une opération de nettoyage de cette base de données-là. Donc, je poursuis 4 objectifs. Donc, au terme du tutoriel, dis-je, vous devrez être en mesure donc de comprendre ce que c'est qu'une base de données, d'identifier les erreurs fréquentes qu'on peut rencontrer quand on travaille avec des bases de données, détecter et corriger rapidement les erreurs, puis finalement se donner des méthodes de travail rigoureuses. Donc cet objectif-là va être vu au travers des 3 autres. Alors, la toute première chose que vous devriez faire, donc avant même même je dirais, avant même d'ouvrir le fichier qui contient la base de données, c'est de faire une copie. Donc, de faire une sauvegarde et de conserver, en fait, précieusement le fichier original. euh, Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que, ben, on travaille avec des gens, donc les données ne nous appartiennent pas toujours. Donc, fait qu'il faut s'assurer, en fait, que les informations qui nous ont été transmises, qu'on puisse toujours s'y référer tout le temps. Donc, que ce soit au début ou à la fin, mais à tout moment, là, si on a besoin de retourner au fichier original, aux données originales, on doit être en mesure de le faire. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, on ne travaille jamais, jamais, jamais avec le fichier original qui nous a été transmis ou que nous avons nous-mêmes généré, donc à partir de SurveyMonkey ou de Microsoft Forms ou ce genre de choses-là. Donc, ça fait en sorte qu'on a toujours, en fait, un document qui est en sécurité, qui n'a pas été, on n'a pas eu de manipulation de fait dessus. Et si jamais il arrive quoi que ce soit, et Dieu sait qu'il peut en arriver des choses, donc avec Excel, avoir des bases de données qui soient corrompues, ou il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Donc, toujours s'assurer qu'on puisse retourner, en fait, aux données originales. Alors, le premier objectif, c'est de définir ce que c'est qu'une base de données. Donc, ben, typiquement, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, souvent, ça va se présenter sous la forme, là, sous le véhicule de Excel. Donc, Excel dans lequel les données vont être colligées. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un tableau à double entrée. Donc, on a des lignes et des colonnes. Donc, tout ça forme ce qu'on appelle une matrice de données avec, dans ce cas-ci, 30 questions. Donc, généralement, les questions sont en colonne et les personnes, donc les vecteurs de réponse des sujets, représentent les lignes. Donc, les colonnes, les items et puis les lignes, les personnes. Donc, et ça va être important de retenir en fait cette définition-là parce que ben, tous les logiciels d'analyse d'items, donc que ce soit Andy, que ce soit R, Geometric, Winstep, Facet, etc. Tous ces logiciels-là travaillent tous de la même façon. C'est-à-dire que l'idée, c'est de recueillir des données sous la forme matricielle et ensuite de faire un certain nombre d'opérations mathématiques sur ces ensembles de données-là. Donc, typiquement, ça va toujours se présenter de cette façon-là. Et donc, on va le voir dans les prochaines minutes, pourquoi c'est important de détecter très tôt les erreurs, parce que s'il y a des décalages, entre autres dans les colonnes, eh bien, ça peut amener évidemment des erreurs importantes là, dans l'analyse des données. Bon, alors on va regarder notre base de données. Donc, comme je disais tantôt, on a 30 questions, 30 items. Donc, on a 30 items qui sont ici, de Q1, c'est-à-dire Q1 jusqu'à Q30. Et puis ici, on a les numéros d'identification des sujets, donc ici de 1 à 20. Donc, c'est une matrice assez simple de 600 scores, donc 30 fois 20. Donc, matrice assez simple donc pour les besoins en fait là,
du tutoriel. Euh, Évidemment, ça peut aller, il peut y avoir facilement des milliers de scores, là, donc lorsqu'il y a plusieurs centaines de sujets et puis une cinquantaine ou une centaine d'items. Bon, alors, premièrement, on commence par regarder globalement, visuellement, voir s'il n'y a pas des aberrations, des erreurs, des choses un peu étranges, en fait, qui apparaissent dans la base de données. Donc, dans ce cas-ci, étant donné que la base de données est petite, donc c'est facile à faire. Donc, ici, moi, il y a un premier, il y a un premier score, il y a une première réponse, en fait, qui m'interpelle. C'est la question 3, le sujet 13. Donc, on voit que dans ce cas-ci, je ne l'ai pas mentionné, mais on peut supposer que c'était un examen à choix multiple avec 4 choix de réponse A, B, C, D. Donc, ici, on aurait une personne qui aurait répondu B et D, donc qui aurait donné 2 réponses. Donc, ça, il faut corriger ça parce que, comme je disais tout à l'heure, si on ne corrige pas, lorsqu'on va importer en fait les données dans un logiciel, peu importe lequel ce sera, eh bien ici, on voit qu'il y aura un décalage en fait parce que B et D s'occupent 2 positions, ça s'occupe 2 colonnes. Alors que la question 3, normalement, elle n'occupe qu'une seule colonne. Deuxième stratégie, évidemment, quand on a beaucoup de données, donc c'est plutôt pratique lorsque on a beaucoup de données. Donc, c'est avec la fonction filtre. Donc, vous allez dans Données ici, vous allez cliquer sur Filtrer. Et puis là, ça va en fait faire apparaître des boutons de filtre pour chacune des variables. Et là, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez simplement cliquer dessus et puis vous allez regarder voir si les résultats que vous obtenez, si l'information contenue dans les colonnes sont appropriées, sont celles auxquelles on devrait s'attendre. Donc, Q1, ça va. Q2, ça va aussi. Q3, ben là, on devrait avoir un petit problème. Hein, on le voit ici, donc avec B et D. Donc, on va venir corriger ça. Donc, on va voir ça dans un instant. Mais là, il faut faire le tour de chacune de ces variables-là. Donc, question 4, question 5. Et là, vous allez jusqu'à la question 30. En fait, regarder, voir s'il n'y a, pas, en fait, des problèmes, des aberrations. Bon. Alors, on va regarder justement la question 20. Donc, si on clique sur le bouton pour filtrer les données, donc on voit que il y a des A, des B, des C et il y a des cellules vides. Donc, on le voit clairement ici, là, c'est facile à voir. Question 20, item 15, le sujet 15, c'est-à-dire question 20. Donc, on voit qu'il y a une cellule vide. Donc, ça va causer problème. En fait, il va falloir qu'on règle ça. Parce que sinon, quand on va importer les données, donc il va y avoir, encore une fois, il va y avoir un décalage. Donc, c'est ça qu'il faut éviter à tout. Donc, on voit ici, là, il y a plusieurs cellules vides. Ça aussi, c'est assez typique. Là, si on regarde le sujet 19, qui est ici, la ligne qu'il y a là, on voit que c'est probablement, en fait, une personne qui n'a pas eu le temps de finir l'examen. L'examen était trop long pour lui. Il était trop lent à répondre. Donc, les 3 dernières questions, en fait, il n'y a pas de score, il n'y a pas de lettre d'attribuer, il n'y a pas de réponse de fournie par le répondant. Donc ce qu'on peut faire, il y a différentes façons de régler, si vous voulez, ces problèmes-là. Mais ce qu'on peut faire, c'est mettre tout simplement 0, parce qu'ici, ça va être des questions à choix multiples. Donc, ça va être de façon dichotomisée. Donc, une bonne réponse va valoir 1 point, une mauvaise réponse va valoir 0. Donc, on peut mettre tout de suite des zéros aux différents endroits où il y a des problèmes qu'on a vus. Donc, ça, c'est une possibilité. Souvent aussi, ce qu'on va faire, on va utiliser le chiffre 9. Donc, on va mettre un 9. Pourquoi 9? Parce que souvent, en fait, les scores vont aller de 1 à 4, 1 à 5, 1 à 6, mais c'est assez rare que ça va se rendre dépasser 9, 9 inclus. Donc, fait que c'est la façon plutôt classique là, de s'organiser pour que la base de données soit gérable par la suite en ligne colonne. Donc, je reviens sur ce concept-là parce que c'est un concept qui est très important. Alors, on a déjà vu différents types d'erreurs. Donc, tout à l'heure, on l'a vu, on avait donc un sujet qui avait répondu B et D. Donc, une question qui commandait seulement qu'une seule bonne réponse. Donc, soit A, B, C ou D. Donc, ça va arriver. C'est un phénomène marginal, là. C'est pas très, 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 très fréquent, mais c'est quelque chose que je vois régulièrement. Donc, des gens qui
Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'hypothèse là, pour expliquer ça, mais euh, c'est clair que c'est une question sur un type dans laquelle il n'y a seulement qu'une seule bonne réponse, mais ils vont quand même choisir deux réponses. Donc, ça invalide en quelque sorte, là, ça invalide complètement euh, cette question-là pour eux, c'est-à-dire que d'office, en fait, ils vont se voir attribuer le score de zéro à cette question-là. Donc, ça va arriver. Des fois, on sait pourquoi, des fois, on ne sait pas, mais donc, ça veut dire que c'est le genre de choses là, que vous pouvez rencontrer. Ensuite, ben, il y avait évidemment donc, des questions, des cases vides. Là. Donc, ça, c'est pas nécessairement des erreurs, mais c'est des situations, en fait, là, qu'on doit corriger. Euh, il y a d'autres types d'erreurs aussi. Regardez, je vais vous montrer la question 14, sujet 11. Donc, si on va à l'intersection, en fait, de cette question-là et du sujet. Donc, on clique. Donc, en apparence, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Mais quand on regarde dans la barre des formules qui est juste ici, on voit qu'il y a en fait un apostrophe qui est apparu avant le A, avant la lettre A. Donc, fait que ça, c'est problématique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement copier ici, faire rechercher, remplacer. Donc, l'apostrophe A par A, remplacer partout. Et puis, donc, ça va régler le problème, en fait, là, pour ces signes-là un peu étranges, en fait, qui apparaissent comme ça, sans qu'on leur ait demandé de le faire. Donc, fait que ça, c'est aussi le genre de choses là, qu'il faut examiner. Donc, on peut regarder de façon un peu aléatoire, regarder, voir. Et ce qui est un peu ici, là, la question, c'est la question 14. On le voit que ça n'apparaît pas. Donc, de temps en temps, ça va apparaître. Vous auriez. J'ai déjà vu ça souvent. Là. On voit A, puis ensuite apostrophe A. Donc là, tu dis, OK, il y a clairement en fait un problème ici. C'est toujours là, je n'ai pas corrigé complètement l'erreur. Là. Si on regarde ici, vous voyez encore un apostrophe ici, mais dans la fonction filtre, il ne l'a pas. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut tout simplement le faire un peu à la main. Là, modifier ça comme ça. Donc, fait que ça fait partie des détails. Hein, c'est des choses vraiment très anodines. On ne va pas voir ça nécessairement dans un livre, dans un textbook là, d'analyse des items, mais ça fait partie du travail des analystes là, d'examiner ce genre de petits problèmes-là. Bon, donc rendu ici, en fait, ben, on a fait déjà un bon partie du travail. Donc, en principe, on n'a plus vraiment besoin de fonctions filtres, donc on peut les ôter. Et ce qu'on peut faire, en fait, il y a deux suggestions que je vous fais. La première, c'est euh, euh, ça va être de s'assurer, comme je disais tantôt, qu'on soit toujours, dans ce cas-ci, là, dans une matrice où dans chaque colonne, il doit y avoir un nombre identique, en fait, de caractères. Donc, ce n'est pas le cas pour la colonne A. Donc, la colonne A qui est le numéro d'identification des sujets, on voit que ça va de 1 à 20. Donc, 1 occupe euh, un caractère et puis 20, évidemment, c'est un nombre. Donc, il occupe deux caractères, deux chiffres. Donc, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de très, très simple. On va tout simplement sélectionner, puis on va aller dans format des formats ici. Donc, on va aller dans autre format numérique. On va aller dans personnaliser. Puis ici, dans standard, on va simplement mettre 0,0. Donc, vous voyez, vous avez l'exemple ici qui vous indique dans quel état vous allez retrouver les données au terme de cette manipulation-là. Donc, on clique sur OK. Et là, vous voyez, comme par magie, ça vient de vous donner en fait un nombre identique euh, de valeurs, si vous voulez, pour la variable d'identification des sujets. Donc, un coup que ça c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement tout sélectionner ça, faire copier. Et puis, dans Windows, vous avez un éditeur de texte là, qui est natif là, dans le système d'exploitation. Donc, vous pouvez tout simplement faire un petit coller ici. Et là, évidemment, ça va vous donner quelque chose qui est un peu curieux. Là. Et il faut en fait enlever les espaces, en fait. Quand on fait coller ici, là, vous voyez ce qui est surligné. On va tout simplement faire un copier et on va venir remplacer, rechercher remplacer. L'espace qui est ici, partout, remplacer tout.
Et là, ben, ça va nous donner notre matrice des données. Puis là, ben, moi, la première chose que je fais, c'est que je regarde toujours la dernière colonne. Donc, en principe, dans la dernière colonne, on devrait avoir une belle ligne droite, ce qui indique qu'il n'y a pas eu justement de décalage. Donc, on ne peut pas soupçonner en fait qu'il va y avoir des problèmes avec cet ensemble de données. Donc, ça va faire en sorte d'avoir notre premier ensemble de données. On va venir enregistrer euh, ce document-là. Donc, moi, je vais le mettre ici, puis on peut l'appeler données exploitables. J'ai donné le nom que vous voulez, ça va être un fichier texte.txt. Donc, vous enregistrez. Donc, ça va vous donner, en fait, votre première matrice de données. Bon. Ensuite, avec le fichier Excel, ben, dans la plupart des logiciels, on va avoir besoin du format CSV. Donc, les données qui sont remplacées, qui sont séparées par des virgules. Donc, on va faire ici enregistrer sous. On va le mettre au même endroit que le fichier texte. Donc, dans ce cas-ci, moi, je vais le mettre ici. On va regarder voir s'ils sont tous là. On avait un fichier TXT. OK, CSV, séparé par des points-virgules. Donc, on va l'appeler la même chose. On va l'appeler données exploitables. Plutôt que d'avoir TXT, par exemple, on va avoir .csv. Voilà. Donc, enregistré. Alors, comme on voit, il y a un message d'erreur qui apparaît. Ben oui, parce que lorsqu'on veut enregistrer en format CSV, on ne peut pas le faire avec plusieurs onglets. Donc, si on a deux onglets, on a donc un fichier de données et puis la clé de réponse. Donc, les réponses, en fait, aux 31 questions. Et ça, ben, on peut tout simplement le supprimer. Puis on peut le faire pourquoi? Parce qu'on a toujours notre fichier original. Donc, si on a besoin d'avoir la clé de réponse, on ira la chercher là. Donc, on recommence tout simplement. Donc, on va enregistrer sous. On va venir mettre ça ici. On va faire ça. Données exploitables, CSV. Enregistré. Il existe déjà. Oui, enregistré par-dessus. Et voilà. Donc, de cette façon-là, ça va nous donner en fait un fichier .txt et un fichier .csv. Donc, selon nos besoins, en fait, on va avoir nos données dans les deux formats les plus courants, en fait, pour introduire dans les logiciels d'analyse des items. Alors, voilà, je pense que ça fait le tour des 4 objectifs. Donc, premier objectif, donc, je vous le rappelle, c'était d'abord comprendre et puis être en mesure d'expliquer ce que c'est qu'une base de données. Donc, on a vu le concept important, le concept de matrice, donc de lignes et de colonnes. Donc, le deuxième objectif, c'était de comprendre en fait les erreurs fréquentes qu'on pouvait retrouver dans les bases de données. Le troisième objectif était de les corriger, les identifier, les corriger. Et quatrièmement, ben, se donner une méthode de travail rigoureuse. Donc, je pense que si vous suivez ces différentes étapes-là, ça devrait vous mener en fait à réussir en fait vos premières analyses des items.